On va essayer de parler de transmission de nos savoir-faire à des machines, les fameuses intelligences artificielles. Pour ça, nous avons avec nous Stéphane Levallois, né au début des années 70. Stéphane vit à Paris. Sorti major de l'école Penninghel, il devient storyboarder et réalise des designs pour la publicité et le cinéma, travaillant pour de nombreux réalisateurs dont Marc Caro, Yann Kounen, Louis Leterrier, Wong Kar-wai. Il réalise des designs pour Stark, Galliano, Mondino, Eddie Slimane ou les studios Marvel, très variés. En bande dessinée, il fait une entrée remarquée en 2000 avec le roman graphique Noé aux yeux humano. Son dernier titre, une adaptation de la Métamorphose de Kafka, est paru en 2023 chez Futuropolis. Guillaume Singelin, né à la fin des années 80, Guillaume Singelin, après 2 années en école de graphisme, est remarqué par Run et devient un des membres permanents du label 619. Il publie donc dans Doggy Bags et de nombreux collectifs. Il écrit et dessine plusieurs albums pour le label. Il travaille aussi à la production du long-métrage Mukafukaz. Son dernier album, Frontier, tout en science-fiction spatiale, est paru en 2023 chez Rue de Sèvres. Difficile à résumer, ton album, donc j'ai trouvé une phrase magique. Adrien Thomas, né au milieu des années 80, Adrien, passionné de sciences naturelles, est biologiste de formation. Adrien a toujours été porté par la lecture et l'écriture. Après un master d'écologie marine, il a travaillé plusieurs années comme scientifique au sein de parcs zoologiques. D'ailleurs, il est venu avec un animal, donc on sent que ça ne l'a pas quitté. Son premier roman publié, La geste du 6e royaume, paru en 2012 chez Memnos, a reçu le prix Imaginal du meilleur roman français. Adrien vit depuis de sa plume en tant qu'auteur et traducteur professionnel. Le mot a son importance, car à ce titre, il s'est investi dans la défense des auteurs et autrices, à la Charte des auteurs et illustrateurs et à la Ligue des auteurs professionnels où nous nous sommes retrouvés. Je ne vais pas présenter Hélène, je le ferai quand elle arrivera, j'espère qu'elle s'est réveillée. Parce que c'était quand même un peu la reine de notre fête en tant qu'autrice de l'affiche cette année. J'espère qu'elle va venir. Alors je me présente, je suis Denis Bajram, modérateur de cette table ronde, auteur et dessinateur. Je suis donc aussi engagé syndicalement et je dois dire qu'à la Ligue des auteurs professionnels, on a un peu passé l'année sur cette question des IA. Les intelligences, alors on dit IA pour raccourcir, mais c'est les intelligences artificielles de génération de contenu qui est un sous-secteur des IA. Alors, moi, je dois dire qu'à titre personnel, je suivais leur progrès depuis pas mal d'années, mais il y a eu un vrai coup de tonnerre, en fait, le 12 juillet 2022, la date est précise. Une bombe qui a explosé, c'était l'apparition de Midjourney. Pour la première fois, avec une description de quelques mots, on pouvait faire générer par un puissant algorithme en ligne des illustrations étrangement convaincantes, soyons honnêtes. En novembre 2022, il y a une nouvelle bombe qui explose et là, le grand public a été plus au courant. C'était le fameux ChatGPT dont on a beaucoup parlé depuis. Nous avons une table ronde d'1 heure, ça va être très court, je trouve, pour parler de l'impact et des enjeux de cette révolution. Et je propose qu'on commence en posant quelques questions à Guillaume, qui hier a participé à une expérience, on va dire, que tu peux peut-être nous décrire, ce sera le plus simple. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas là hier, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avec un collectif, donc Turfu, qui s'intéresse aux nouvelles technologies et dont l'IA, j'ai convenu avec eux en fait d'entraîner une IA donc générative de dessin avec mon style, avec celui notamment de Frontier. Et voilà, l'accroche un petit peu facile, c'était une sorte de petite battle entre moi et l'IA. Le public envoyait des prompts, donc des mots-clés pour créer des images avec l'IA. Et puis moi, je répondais en croquis à côté. Et voilà, le but, c'était de comprendre comment ça fonctionnait, de voir la capacité de la machine, voir les limites aussi, et puis en fait, débattre sur le sujet de manière assez générale. Donc en tout cas, c'était assez étrange de voir son dessin généré comme ça de manière en 3 secondes avec des mots-clés, quoi. T'as eu l'impression de l'avoir de l'intelligence en face de toi, de l'artificialité ? Non, pour le coup, j'ai vraiment ressenti ce cumul de données, en fait, parce que quand je voyais des images générées, je voyais vraiment d'où ça a été pris dans mon travail, de quelles lignes ont été reprises, et on sent vraiment pour moi, je sens aucune intelligence, mais vraiment un très bon cumul et analyse de mes dessins, mais à part ça, pour moi, c'est pas de la créa, quoi. C'était quoi de l'ordre du remix, la sensation que tu as eue de ton travail en fait ? Ouais, c'est ça exactement. Ouais. C'est comme si on coupait des
plein de petits bouts de mon dessin et qu'on les redispatchait de manière haute pour créer des nouveaux personnages, mais finalement c'était juste du découpage collage quoi. Ouais. Et donc oui, ton dessin, t'as pas du tout l'impression qu'il y avait de l'invention par-dessus ton dessin par ce hasard-là de remontage? Pas tant que ça. Après, c'est vrai que là, c'est une IA qui a été entraînée sur peu de dessins et sur une période limitée. Donc, c'est ça aussi qui est le gouffre et le vertige qu'on peut imaginer avec l'IA, c'est que quand une IA sera entraînée avec beaucoup de choses, on pourra avoir cette illusion de création, je pense. Vous vous êtes intéressé aux intelligences artificielles de génération de contenu à titre personnel ou pas? Oui, bah nous, moi je fais beaucoup de concept art. Donc ça fait maintenant 10 ans que je travaille pour Hollywood comme concept artiste, aussi bien en storyboard que en design, surtout sur des créatures. J'ai commencé je travaillais à peu près sur 62 films. Je crois que je suis à 63 ou 64. Voilà, dont je dirais un gros tiers qui ne sortira jamais. Mais j'avais commencé sur Harry Potter, sur les reliques de la mort. Et puis voilà, et puis les Pirates des Caraïbes, les Man of Steel, les Aliens, etc., les Prometheus. Et donc c'est vrai que c'est une question essentielle et qui est un peu inquiétante, mais oui, on est tous un petit peu inquiets quand même sur la création et la possibilité de création. Là, mon dernier lien avec l'IA, c'est que j'ai travaillé sur le dernier clip pour le dernier clip des Daft Punk, et on m'a demandé de designer les casques des Daft Punk pour faire des casques des Daft Punk Mozart et Bach. Et donc moi j'ai designé, alors j'ai proposé des designs et au final le réalisateur qui était Warren Fu aux États-Unis a choisi mon design pour le Daft Punk Mozart, et pour le Bach il a choisi l'IA. Donc pour l'instant c'est 50-50 le combat, mais va falloir tenir la barre plutôt serrée. Côté écrit? Côté écrit, on est pour l'instant relativement à l'abri, parce que ce qui est généré actuellement par l'IA créatrice de contenu textuel, ça se repère très vite, c'est pas très bon, ça peut pas faire des histoires qui se tiennent sur tout un roman en général. Il y a déjà des histoires courtes qui sont générées par ChatGPT, qui sont actuellement déjà vendus sur Amazon, etc. Il y a des gens qui se font 3 à 4 000 balles par mois en vendant des centaines et des centaines de novellas, d'histoires courtes qui se tiennent plus ou moins, mais bon voilà. Enfin, niveau qualité, c'est pas encore ça de ce que j'ai pu voir. Mais c'est inquiétant parce que ça évolue très très vite. L'année dernière, c'était risible. Là, cette année, ça commence à faire des nouvelles. Donc ça veut dire que ça va arriver au roman très très vite. Tu en as testé une ou plusieurs, toi, directement? Non, parce que ça... Alors, par curiosité, j'ai testé ChatGPT, je lui ai posé des questions, j'ai vu à quel point il répondait à côté, je trouvais ça rigolo, mais à côté de ça, j'ai pas vraiment testé. Après, en tant qu'auteur de roman, on est aussi confronté à ça quand on discute du graphisme et des couvertures. Moi, j'ai eu un souci il n'y a pas très longtemps avec un graphiste qui m'a soumis une illustration qui de loin avait l'air super belle, et à force de la voir et à force de mettre le nez dedans, j'ai commencé à regarder, à voir des détails qui collaient pas trop, des machins qui étaient un peu étranges. Il y a un truc intéressant avec l'IA de génération de contenu, vous savez sans doute plus que moi, mais si on l'entraîne pas suffisamment avec un sujet en particulier, elle a du mal à représenter ce sujet. Dans ce cas précis, c'était un okapi, donc un mammifère d'Afrique centrale, qui est relativement rarement représenté parce que c'est un mammifère qui est assez rare. Et 2 fois de suite, j'ai dit à ce que je pensais être un illustrateur que son okapi ressemblait à une espèce de chèvre mutante ressemblant un peu à un chien. Enfin, c'était super étrange. Donc j'ai fait la remarque une première fois, la deuxième fois il me renvoie un truc avec toujours une chèvre mutante, et je me dis il y a un problème, et c'est ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille sur le fait que c'était pas un okapi, qu'il travaillait avec l'IA. Et il y avait aussi une araignée sur la couverture qui s'avérait avoir 10 pattes, et j'ai mis beaucoup trop de temps en tant que biologiste à m'en rendre compte.
En fait, je ne sais pas si vous, tous ici, vous avez déjà vu des images générées par IA. Alors, comme je ne vous vois pas, on ne peut pas faire lever des mains. Mais en gros, la création d'une image, on peut expliquer comment elle est faite sur une IA. On les entraîne en leur donnant énormément de données. Alors, les principales IA même se nourrissent de tout ce qu'il y a sur Internet. Parce que malheureusement, les législateurs américains comme européens ont autorisé ça. Et donc, en fait, les IA avalent tout. Et puis, elles regardent les images et au départ, l'idée, c'était de pouvoir mettre des mots, en fait, puisque le but, c'était, vous avez dû voir ça sur votre Facebook, si vous êtes vieux, de commenter l'image et de dire, oui, il y a 3 personnes qui se tiennent devant une table. Et en fait, ce processus d'apprentissage comme ça, où on a appris à reconnaître les formes, les mots, etc., il a été inversé récemment. Et en fait, je veux 3 personnes devant une table, et l'image, statistiquement, est reconstituée, en fait, d'après cette description. Donc c'est juste une inversion, au départ, d'outils qui étaient prévus pour décrire les images de manière textuelle. Pour faire ça, en fait, elle se base que sur de la statistique. C'est l'écart entre 2 choses. Donc, c'est des gigantesques tableaux statistiques. Et la plupart des IA d'images commencent par une image qui, en fait, génère un bruit aléatoire et essaye de trouver, en fait, dedans la forme qui est annoncée par la description. Et ça monte comme ça, le bruit, et puis ah oui, ça doit être l'ocapi. Alors statistiquement, l'écart avec un okapi, c'est quoi ? Et finalement, c'est une sorte de mise au net, en fait, quasiment d'un bruit, ce qui le bruit permettant l'aléatoire de départ. Et alors c'est vraiment très résumé, hein, et les écarts statistiques entre ce qui est un okapi ou pas un okapi dans la description, permettant finalement de ressortir les petits morceaux. Tous ces petits morceaux d'images qui sont stockés. Donc en fait, au mieux d'avoir un remix de ton travail, on a un remix du travail de tout le monde. Alors toi, tu as donné ton accord pour qu'on remixe son travail, mais on a le remix de travail de tout le monde, les morts, mais tous les vivants et tous ceux qui en vivent encore aujourd'hui. C'est là que, évidemment, les premiers problèmes éthiques en termes de travail apparaissent. Tu ne l'as pas utilisé directement, toi, l'IA, tu n'as jamais cherché à prompter J'ai pas réussi. J'ai pas réussi à trouver les bons onglets sur Midjourney. Moi, je suis assez fâché avec les ordinateurs. J'ai pas réussi à m'y mettre. Donc, je suis le dernier designer à travailler uniquement au crayon avec des feuilles et du papier. Et de temps en temps, il m'arrive de mettre un petit peu de couleur en numérique sous Photoshop, mais c'est vrai que non, c'est vraiment, je suis vraiment très, je déteste les ordinateurs, je déteste la technologie. Et donc ça va être dur pour moi, je pense. Mais non. Est-ce que vous pensez qu'en pillant tout ce qui est fait, y compris ce qui est vivant, les IA ne font que faire ce que nous, artistes ou écrivains, faisons quelque part en vivant dans un monde qu'on regarde et qu'on lit, ou est-ce que c'est quand même une concurrence totalement déloyale, profondément déloyale ? À mes yeux, c'est du vol pur et simple. De la concurrence déloyale parce que c'est quelque chose qui utilise l'art des artistes qui ont pris le temps, qui ont le temps, les efforts, l'énergie pour atteindre un certain niveau de création, qui les ont montrés en ligne. L'IA l'a simplement absorbé et réorganisé, réorchestré, comme tu disais tout à l'heure, pour en faire quelque chose qui répond à une demande très très rapidement. D'un point de vue intellectuel, comment on peut imaginer économiquement que payer un artiste 500 ou 1000 euros pour une couverture de roman, par exemple, ça restera viable à côté d'un abonnement à 20 balles par mois à Midjourney, quand Midjourney sera extrêmement efficace. Il n'y a aucune raison de faire ça, et tant qu'il n'y aura pas d'encadrement légal qui fera qu'il n'y aura pas une raison valable pour continuer à utiliser un illustrateur pour ce genre de situation, par exemple, ben oui, c'est une concurrence déloyale et contre laquelle on peut absolument rien faire, en fait, parce qu'à aucun moment on peut réduire les prix de l'illustration ou de l'écriture à un abonnement de 20 balles par mois. Aucun auteur, aucun illustrateur ne va réussir à vivre avec 240 balles par an, en fait. C'est complètement impossible. Donc la seule possibilité pour résister à l'IA, c'est un encadrement législatif qui permettrait de protéger le métier des auteurs, des artistes. Parce que là, maintenant, oui, il reste des artistes qui ont pris la peine d'apprendre l'art. Dans 20 ans, dans 30 ans, qui c'est qui va le faire, sachant que ça rapporte 240 balles par mois, enfin par an. Personne va en faire des études artistiques à part des gens qui ont déjà de l'argent de côté. Donc ça veut dire qu'on va
on va être face à une réduction drastique de la variété des artistes, du nombre d'artistes, de l'art en général, en fait, et on va avoir juste une répétition à l'infini, ad nauseam, de quelque chose qui a été créé avec de l'art qui a déjà été créé, et la nouveauté va chuter. Il n'y aura plus de nouveautés, il y aura plus d'artistes qui vont s'embêter à faire des trucs parce qu'il y aura Midjourney à côté. Enfin, pour moi, j'ai une vision qui est très très négative de ça tant qu'il n'y a pas d'encadrement, en fait. Si on laisse la bride sur le coup à l'IA, on est mort. Stéphane, pour parler du volet social, je sais que c'est l'audiovisuel et le jeu vidéo dans lequel aujourd'hui il y a le plus d'IA qui sont déjà utilisés en production. T'as ressenti, toi, alors, tu nous as parlé d'une expérience déjà à 50-50. Est-ce que toi, tes amis et compagnie, il y a déjà des gens qui sont en train de perdre leur travail? Alors, en fait, pour préparer cette réunion et pour avoir des choses à dire, moi j'étais un peu perdu, je savais pas trop, donc je me suis adressé à des gens, à différents corps de métier. J'ai un pied dans la publicité, j'ai un pied dans le design, j'ai un pied dans l'art contemporain, dans le cinéma, dans la production, etc. Et j'ai demandé autour de moi. Alors j'ai eu des gens, j'ai demandé à un libraire de bande dessinée qui est en bas de chez moi et qui a été, avant d'être libraire de bande dessinée, c'est sa passion maintenant, il est proche de la retraite, mais avant il était informaticien. Et je lui ai demandé son avis. Et il m'a dit, voilà, moi j'ai passé ma vie dans l'informatique. Et l'informatique, et je lui ai dit, voilà, l'IA, sujet de la conférence, l'IA, t'en penses quoi? Et il m'a dit, mais je ne sais pas s'il faut que je le dise tout de suite. Je vais commencer peut-être par les bons points. Non, commence par le pire, comme ça on aura un peu le moral à la fin. Non, mais le pire, c'est le pire, donc... Non, il m'a dit que ça sentait très mauvais. Ça sentait très mauvais parce que lui, sur toute sa vie, dans la programmation, et je pense qu'il a commencé vraiment très tôt, le but de l'informatique, c'était le profit. C'était les gains, et c'était de réduire les coûts de production, aller toujours plus vite et gagner toujours plus d'argent en étant toujours le plus efficace. T'as tout dit en fait. T'as tout dit. Je pense que le problème, il est sur le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a l'argent, il y a l'éthique, et puis après on en parlera, mais c'est le problème des droits et la propriété intellectuelle. Pour l'instant, c'est la jungle. C'est un truc, on découvre voilà, une chose nouvelle. On a l'impression qu'en fait, ça nous arrive dessus, mais nous, on est concernés parce que c'est notre travail et c'est notre métier, et ce sont nos métiers qui sont en danger. On s'attendait à ce que la technologie et l'évolution et le progrès attaquent d'abord les choses très basiques, mais pas la production artistique. Et en fait, c'est ça qui est attaqué en premier. C'est très surprenant. On parle des emplois intellectuels en fait, et on en fait partie. Ceux qu'on pensait de haut niveau intellectuel, cela de rien, créateur, c'est considéré comme pas simple, mais ça concerne aussi aujourd'hui le droit, enfin des tonnes de secteurs. Et c'est là qu'est la grosse surprise, que d'un seul coup, on l'a vu, hein, les robots ont vidé les usines. Hein. Donc en fait, quelque part, l'informatique et la mécanique alliées ont commencé à virer des emplois, mais qu'on appelait de bas niveau, ce qui est... Notre culture est toujours merveilleuse. Et aujourd'hui, d'un seul coup, ça passe aux emplois intellectuels, et c'est la grosse surprise. Quand tu disais argent, toi, en fait, le terme qu'on dit souvent en économie, pour ça, c'est la productivité, c'est la hausse de productivité. Chose qu'on voit même sans informatique. Hein. Dans la bande dessinée, on a vu une obligation d'augmenter sa productivité, ce qui fait une surproduction dans les librairies, en conséquence. Ce qui participe en général de la low-costisation, puisque pour augmenter la productivité, il faut baisser les coûts. Et bien évidemment, en effet, avec l'informatique et l'IA, dans notre cas, on est sur un saut... c'est d'un seul coup 10 marges de productivité qui sont gagnées par l'industrie. Alors, j'en discutais avec Marc Caro, par exemple, hier soir. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Alors, il y a des gens qui voient vraiment, des artistes qui voient à très court terme et qui disent pour maintenant. Alors, j'ai utilisé Midjourney, etc. Ça m'a aidé. C'est un peu comme une sorte de Pinterest géant ou de Photoshop. Je pense que Midjourney, pour générer des images, va surtout servir à des gens qui sont de très bons photoshoppeurs. Il va y avoir aussi, je pense, une dissociation de qualité. C'est-à-dire que
pour l'instant, mais alors on est vraiment, il y a une productrice qui m'a dit, mais si on te demande de parler d'IA, tu craches par terre et tu leur dis que c'était comme si tu demandais à ta grand-mère de parler d'Internet. On ne sait pas ce que ça va donner. C'est le problème de l'évolution. L'évolution humaine a pris des millions d'années, et ça nous a pris des millions d'années pour avoir le beau cerveau qu'on a maintenant, mais l'évolution a été extrêmement lente. Le problème de l'intelligence artificielle et de ces ordinateurs et de ces banques de data, c'est qu'on va avoir droit avec ces intelligences artificielles à une évolution exponentielle. C'est-à-dire, ce qu'on disait, c'est ce que tu disais, c'est le lundi, c'est nullissime. L'intelligence artificielle est nullissime. Le mardi, c'est vraiment pas terrible. Le mercredi, c'est pas mal. Le mercredi, c'est très bien. Le jeudi, ce qu'elle fait, c'est excellent. Mais je vous dis pas ce qu'elle fait dimanche. Et le problème, il est là. Et puis le dernier problème, c'est l'argent. Alors, il y a par exemple le livre de poche. Après, c'est l'éthique. Après, il y a des sociétés, des éditeurs qui ont de l'éthique. Et j'ai vu que le livre de poche s'engage, les éditions du livre de poche s'engagent à ne pas utiliser d'IA pour faire leur couverture et à continuer à payer et à embaucher des illustrateurs. Et les payer plein pot. Mais c'est vrai que la guerre, le nerf de la guerre, il va être là. Après, les premiers... Pour compléter sur ce terrain de l'engagement du livre de poche, les organisations d'auteurs, la Ligue, la Charte, on a essayé de faire comprendre au SNE que ce serait bien, donc le syndicat national de l'édition, mais qui sont les éditeurs en fait, leur faire comprendre qu'il serait bien qu'ils prennent un engagement collectif, syndical, au moins d'un moratoire. On leur demandait même pas de faire ça à vie, mais de faire un moratoire sur l'intelligence artificielle. On attend toujours une réponse. Donc on voit que pour un éditeur qui va faire ce choix, d'autres sont là en train de faire « Ouais, mais quand même, je pourrais un peu réduire mes coûts ». En publicité, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui font des affiches, qui font des campagnes de publicité, maintenant, on est à un point où, là, il y a la première, je l'avais prise en photo, je l'ai découvert, c'est la première 4x3 dans le métro d'une agence qui s'appelle Lions and Lions, et donc qui a sorti une affiche qui représente une famille sur une plage pour aller à Punta Cana. Voilà. Sauf que, en fait, les ombres, je regardais cette affiche, et puis les ombres projetées sur le sable sont très bizarres. Et puis l'eau ne ressemble pas à de l'eau, mais à de la pâte à modeler. Et puis les arbres sont tout mous. Et puis ça met, voilà, on vous attend sur cette plage vous pouvez y aller pour tant de voyages, etc. Sauf que vous allez, et puis tout en bas, en tout petit sur le côté, vous avez une petite phrase qui dit « Cette image a été générée par une IA ». Donc c'est assez magique parce que vous allez payer pour aller sur une plage qui n'existe pas, ou y voir une famille qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, et on rentre de plein pied dans une virtualité totale, quoi. En bande dessinée, c'est un cas particulier pour l'IA parce que le fait de suivre le même personnage de case en case, pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui a été entraînée à ça. Je ne dis pas que c'est pas possible. Hein. Alors toi aussi, tu es auteur. Tu te sens à l'abri ou tu penses que c'est juste une question de minutes? C'est un peu comme disait Stéphane juste à l'instant, et puis j'en discutais justement avec Yann hier qui justement s'occupait des prompts et de l'entraînement de l'IA. Et il me disait oui, effectivement, aujourd'hui dimanche c'est pas possible, on verra la semaine prochaine. C'est que moi il y a un an, il y a 2 ans, je croyais pas qu'une IA puisse créer des images de manière assez convaincante. Aujourd'hui c'est le cas, donc à terme, s'il y a des gens qui veulent vraiment entrer dans cette optique-là et trouver un système de narration, de conscience dans l'IA, il y aura sûrement des gens qui vont réussir à le faire, et c'est une affaire de temps avant que ça arrive. Donc je pense que la BD, c'est tellement un art qui est total en termes de scénar, de narration, de dessin, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de compétences et beaucoup d'aspects différents qu'il faut réussir à imbriquer. Donc je pense qu'on a encore un peu de temps, mais après de dire qu'on est vraiment à l'abri, je pense pas que ce soit le cas, parce que vu la vitesse où ça va, on peut pas vraiment prévoir ce qui va arriver, quoi. On pense qu'a priori ça va arriver par le manga, parce que de sources sûres, des gros éditeurs japonais sont en train d'entraîner des IA. C'est un secteur de grosse productivité, le manga. Il y a une culture industrielle très forte. Alors ce sera pas pour les mangas d'auteurs, mais c'est la minorité, le manga d'auteur. On peut-être voir arriver l'année prochaine les premiers mangas dont le premier épisode sera fait par
par un être humain et dont les 108 autres volumes seront faits par IA, puis la série Netflix par IA. Puis c'est un petit peu sidérant en fait en termes de. On est déjà dans un sentiment de crise de surproduction culturelle. On a tous du retard dans nos livres, dans les albums qu'on doit lire, dans les séries qu'on doit voir, et on n'est qu'au début d'une sorte d'explosion assez effrayante de production de choses de plus en plus ciblantes, de plus en plus chacun, voire produites strictement pour nous. Vous en pensez alors là pas quoi en termes de créateurs, mais en termes de citoyens, parce qu'on pourrait basculer sur des questions qui nous dépassent. Est-ce que vous avez envie d'écouter de la musique faite spécialement pour vous et des séries spécialement pour vous, ou est-ce qu'au contraire ça vous effraie qu'on soit autant finalement pris dans la bulle algorithmique jusqu'à ce que ce soit strictement des contenus créés pour nous, parce que les IA se préparent à ça? Ouais, bah j'en discutais justement avec Ron. On se disait, est-ce qu'il y a un futur de Netflix qui nous permettra d'écrire nos prompts et d'avoir notre série personnalisée? Moi, ça m'inquiéterait parce que j'aime bien être étonné quand je lis quelque chose. J'aime bien fouiller, j'aime bien chercher des œuvres qui me correspondent pas et justement être étonné. Donc, à titre pour moi personnel, je pense que ce serait assez ennuyant. Et surtout, ça accentuerait cette bulle personnelle de rester en boucle dans ce qu'on aime, ce qu'on pense aimer, ce que l'algorithme pense ce qu'on aime. Et du coup, c'est une sorte ça réduit un peu notre vision, notre ouverture d'esprit. Et pareil pour la création, en fait, c'est comme toutes ces IA qui vont, si elles génèrent beaucoup de contenu d'ici quelques années, les IA vont même peut-être se nourrir entre elles. Et je pense qu'il va y avoir un appauvrissement culturel, il va y avoir beaucoup de choses, mais vachement plus constant et réduit, quoi. Donc non, ça sera assez terrible. Ouais, je pense aussi qu'on se dirige vers une sorte d'affadissement général de la culture. En fait, les algorithmes à la base sont entraînés pour espionner nos goûts et du coup nos données. Tiens, du coup, vu que t'aimes ce genre de truc, peut-être que ça qui a les mêmes mots clés peut te plaire, etc., etc. Sauf que à long terme, ce genre d'algorithme peut simplement voir les mots clés qui sont les plus souvent utilisés par la population générale et utiliser ces mots clés pour créer des contenus autour de ça, et les proposer majoritairement, et évacuer les mots-clés secondaires, voire tertiaires, ce qui ferait qu'on aura effectivement une sorte de culture de ce qui marche. On n'aura plus que des okapis qui ressemblent à des chèvres. Voilà. Et donc du coup, à mes yeux, moi j'ai une sorte d'allergie profonde aux algorithmes. Je déteste qu'une machine me conseille quoi que ce soit. En fait, c'est de base sur n'importe quelle plateforme, Spotify, Netflix, machin. On vous conseille, moi je dégage. Je veux pas voir ça. Je cherche la croix, ça dégage. Je veux pas qu'on me propose quelque chose en fait. Et pareil sur les réseaux sociaux, dès que je peux trouver un truc qui me permet de masquer les pubs parce que ça a été ciblé, parce que j'ai dit quelque chose dans une conversation privée et que du coup on te propose de la pub, moi ça m'énerve. Pour moi c'est de l'espionnage en fait. Et j'aime pas qu'une machine essaye de comprendre comment je pense. Mais je pense que c'est parce que j'ai été nourri à la science-fiction et que je sais que ça finit toujours très mal. Je voulais juste aussi dire par rapport finalement aux algorithmes et aux mots-clés, c'est que effectivement on parle de ChatGPT qui est essentiellement utilisé en anglais, donc c'est aussi une surreprésentation de la langue anglaise qui omet du coup toutes les autres langues qu'il y a dans le monde. Tout ce qui est des termes de minorité aussi vont vachement être en dessous des statistiques, donc vont aussi disparaître. Donc c'est aussi une possible destruction de certains sujets de niche, de minorité, de sujets comme ça qui est super grave. Ça va même plus loin parce qu'en fait les IA qu'on utilise de manière brute après qu'ils aient fait leurs apprentissages automatiques peuvent sortir des horreurs. Donc en fait derrière il y a toujours un moment de rééducation qui est fait dans un pays, donc en général aux USA, et qui est une rééducation aux normes éthiques et morales de ce pays-là. Donc on a le droit de tuer des gens avec des fusils, ça c'est pas un problème, parce qu'aux USA c'est normal, mais montrer un téton, c'est un problème. Donc on voit très bien, alors ça va en effet sur la représentation des minorités, mais sur les idées qui sont transmises en fait inévitablement, et on peut, c'est un outil de conquête impérialiste en fait, involontaire en l'occurrence, mais comme l'a été finalement le cinéma américain en son temps, etc. Donc on retrouve des phénomènes, mais alors de manière extrêmement accentuée. Si l'IA est strictement américaine ou chinoise, l'enjeu pour l'Europe est énorme. Et donc on entend des gens dire il faut avoir les IA européennes. Ce serait une raison qu'on mette beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements en Europe pour créer nos propres IA. Ce qui est assez effrayant parce qu'en fait c'est participer à une sorte de course à la folie pour ne pas se laisser dépasser dans la folie, quoi.
Mais c'est vrai qu'on a là, je viens de découvrir que le créateur de ChatGPT a déposé sa démission. Il a démissionné. On a l'impression en fait, ils ont créé un monstre. C'est Oppenheimer. L'Oppenheimer, c'est la bombe atomique du numérique, en fait. Et là, même le gouvernement, Joe Biden, a dit qu'il fallait se dépêcher de légiférer. Sur la production, déjà, sur la production humaine, là, je discutais avec un musicien qui était avec moi, membre du jury pour les courts-métrages, et qui me disait que là, ne serait-ce que sur Spotify, production humaine, je ne parle pas d'IA, hein, il y a 100 000 titres de musique qui sortent chaque jour. Chaque mois, il y a à peu près, vous me direz si je me trompe, mais je crois qu'il y a 500 albums par mois qui sortent, de BD qui sortent par mois. Alors, c'est manga et comics et bande dessinée franco-belge confondus. Hein. C'est tout. Alors, c'est pas les webtoons. Mais déjà... En papier. C'est papier, voilà. Et ça, c'est de la production humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, quand tu disais, c'est du temps, Charles Baudelaire, l'art est long et le temps est court. Pour faire un album de bande dessinée, on est tous d'accord pour dire que c'est en temps de travail pour un auteur ou pour un dessinateur. Une année à multiplier par le nombre de pages. On est à minimum 2 ans, quoi. En tout cas, bon, une année pour un album court et à multiplier par le nombre de pages. Voilà, il ne faut pas parler de Johannes Farr, mais en tout cas, voilà, ça prend du temps. Pour faire un disque, pour un compositeur, c'est 2 ans de travail minimum. Là, je travaille en ce moment pour un artiste contemporain qui expose au Palais de Tokyo et à Beaubourg, qui s'appelle Mohamed Bourouissa, et qui me dit, mais pour préparer une exposition d'art contemporain, c'est 2 ans de travail. C'est long, ça prend du temps. Une IA, ça lui prend à peu près 4 secondes. Ça lui prend des mois pour son apprentissage, mais derrière, ça lui prend 4 secondes. Ouais. Voilà. Et le problème, il est là. Moi, j'y vois. Alors, il y a en fait, qui tient les ficelles de l'IA, c'est ceux qui la fabriquent et ceux qui la pensent. Et donc, pour l'instant, c'est les Américains. Cet éditeur, ce libraire informaticien m'a dit que ce qu'il appelle les LMN, c'est que ce sont tous les grands groupes. C'est Amazon, c'est Apple. Et là, tout le monde, tous sont en train de développer leur propre IA. Ou de racheter les IA. Quand il y a des startups qui explosent, Microsoft a investi dans ChatGPT pour en prendre le contrôle, en clair. Donc, voilà. Ils ont énormément d'argent. Il faut réaliser qu'une boîte comme Apple a de quoi racheter Disney et partir en vacances derrière tranquillement. Donc c'est des maisons absolument gigantesques en termes financiers. Donc quand une IA coûte quelques milliards, ça ne leur pose aucun problème. Oui, c'est ça. Il y a Elon Musk qui dit non, mais attention, là, l'IA, ça va à l'ouverture de ChatGPT. Elon Musk a dit non, mais attendez, ça va trop vite, il faut arrêter, il faut faire une pause. Faisons une pause d'1 mois, tout simplement parce qu'en fait, lui, il était en retard. Donc, il voulait que ça s'arrête pour pouvoir essayer de compenser son retard sur la recherche. Donc, c'est très effrayant. Moi, à l'échelle humaine, je me pose des questions. C'est vrai que je me dis, on va rentrer dans un monde orwellien, une fois encore, avec une sorte de réduction. C'était les nazis qui avaient conçu, je crois que c'était Goebbels qui avait dit, on ne cherche pas à obliger les gens à penser comme nous. Ce que l'on veut, c'est détruire le langage, appauvrir le langage, de manière à ce que les gens n'aient plus les mots et donc les concepts qui leur permettent de penser autrement que comme nous. Et je pense qu'il y a une... Alors ça, je pense que c'est une pensée qui est la pire. Et sans être complotiste, ce n'est pas réfléchi ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui est effrayant. C'est qu'en fait, tous ces gens travaillent dans leur coin avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai fait de l'IA dans le cadre du jeu vidéo il y a 10-15 ans pour détecter des tricheurs dans un jeu vidéo. C'est super excitant de ces méthodes d'apprentissage neuronaux. Moi, j'ai adoré faire ça. Et j'imagine que les gars dans leur labo, ils étaient époustouflés par leurs résultats. Ils ne pensaient qu'à la magie de l'informatique qu'ils développaient. Ils ne sont pas
poser une seconde la question de savoir que si vraiment leur truc marchait, qu'est-ce que ça allait transformer du jour au lendemain sur la planète. J'aimerais bien revenir à nos pratiques parce que moi, je me suis retrouvé à parler à l'Assemblée nationale des IA et j'avais sorti l'album Goldorak peu de temps avant, qui était pour moi une boucle, puisqu'en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai appris à dessiner. J'avais pas le droit de voir la télé, donc je voulais avoir mes albums de Goldorak chez moi. Donc je me suis dit que j'allais me faire mes propres albums. Donc en fait, j'avais piqué les BD Goldorak des copains, puis j'ai décalqué des cases, mais en fait, ça racontait pas l'histoire que je voulais. Alors, de temps en temps, entre deux cases que j'avais copiées, j'ai dû inventer ma propre case. Donc en fait, j'ai appris à dessiner pour raconter des histoires de Goldorak. Et je m'imaginais, si j'avais eu une IA sur mon smartphone, capable de me faire les dessins de Goldorak, est-ce que j'aurais pris un crayon, quoi? Et je suis sûr que non. Et donc je ne sais pas si je serais devenu créateur au sens artistique et littéraire, ce que j'écris, si j'avais eu des outils pour faire ça quand j'avais 10 ans en fait et me donner ce dont j'avais envie. Et en discutant avec beaucoup d'amis, j'ai l'impression qu'on passe souvent par ce stade au début de la copie, ce stade de l'IA finalement par certains côtés, mais qu'après voilà, on prend notre autonomie là-dedans. Quand vous repensez à votre enfance, à la manière dont vous êtes arrivé à vos pratiques, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu des IA formidables à l'âge de 9 ans, 10 ans, est-ce que vous pensez que ça aurait changé votre vie? Ouais, je pense que ça a clairement changé. Et puis c'est vrai que le travail d'auteur, que ce soit quand on est jeune, quand on copie, même jusqu'aujourd'hui, moi sur mon dernier bouquin, je mets un peu dans ma post-phase que j'ai entre guillemets travaillé dessus pendant 13 ans. En fait, c'est pas que j'ai travaillé pendant 13 ans, c'est que pendant 13 ans, j'ai accumulé des références, des trucs. Et en fait, j'ai mis 13 ans à digérer mes quelques références, donc c'est hyper long. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait que le bouquin est ce qu'il est. Là où une IA va vraiment digérer ça en un temps record. Et oui, c'est sûr que si la pratique est aussi facile d'accès, finalement, pourquoi s'y intéresser par la suite? Si on peut générer directement des images de nos rêves, ouais, ça va nous occuper pendant 2-3 semaines qu'on est ado et on va passer à autre chose. Là où moi, si j'ai continué à dessiner, c'était justement parce que je pouvais continuer à me raconter mes histoires et parce que j'étais pas au niveau, parce que c'est quand on est ado et qu'on veut faire une course-poursuite de voiture, apprendre à dessiner des voitures et tu dois passer 3 semaines à dessiner des voitures mal faites. Et c'est ça après qui donne envie de travailler, de pousser sa culture, de regarder des films, de faire des choses, d'aller voir, je sais pas moi, un garage, si je regarde l'exemple de la voiture, mais là où l'IA, en fait, nous pondra une image directement quand on est jeune et finalement il y a plus aucune démarche et recherche, quoi. Moi j'aime bien l'idée que, tu as parlé de garage, donc je vais rebondir dessus. Pour moi, là, en fait, la création, c'est mettre le nez dans le moteur, en fait. C'est justement chercher dans la mécanique qui est derrière. Moi, quand j'ai commencé à écrire des romans quand j'avais 12-13 ans, ils étaient extrêmement mauvais. Et j'étais capable de m'en rendre compte, en fait. Mais je comprenais pas ce qui bloquait. Et si j'avais eu accès à l'IA, je me serais dit, tant pis, ça bloque, moi je sais pas le faire, mais l'IA va le faire à ma place avec mes idées, et puis voilà, c'est ce que je veux faire. Il y a le nombre incalculable de gens qu'on voit en salon qui disent, moi j'aimerais bien écrire un roman parce que j'ai une bonne idée, mais j'arrive pas à écrire. Du coup, l'IA, ce serait parfait pour eux. À la place d'apprendre à écrire, ce que j'ai fait, parce que mes romans de quand j'avais 12 ans, ils sont impubliables à l'heure actuelle. Maintenant, ils sont publiables. Ces gens-là, ils vont pas chercher à écrire, ils vont pas apprendre à écrire, ils vont pas se mettre à la recherche de mettre le nez dans le moteur, de chercher comment ça fonctionne et d'essayer de reproduire ces mécaniques-là. Moi, j'ai vu passer un truc qui m'a terrifié il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, qui était que des gens très favorables à l'IA, qui trouvent tous les arguments possibles et imaginables pour utiliser l'IA parce que c'est vachement bien l'IA, des enthousiastes technologiques, des technobros, on les appelle, qui commençaient à accuser les auteurs et autrices qui avaient pris le temps d'apprendre à écrire et à dessiner de validisme, dans le sens où eux, ils se considéraient comme des handicapés de la création, de la créativité, parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de le faire, ou alors ils pensaient avoir pris la peine de le faire et juste échoué à le faire. Et du coup, ils accusaient les auteurs et les autrices qui étaient contre l'IA de les empêcher à accéder à la créativité, parce que eux, ils étaient malheureux, les pauvres malheureux handicapés de la créativité, alors que nous, on avait le talent qui nous permettait, on avait un privilège de talent qui nous permettait de créer, et que du coup, on les empêchait d'accéder à ce privilège. Et donc, on était des sales privilégiés qui empêchons les gens non talentueux de créer.
Ça m'a terrifié comme argumentation. D'autant plus qu'on sait entre nous que le talent, on n'en a pas. Moi, j'y crois pas. On a beaucoup travaillé. Voilà, beaucoup en fait, c'est ça, c'est le principe derrière l'IA, c'est de considérer que le talent est quelque chose qui ne touche qu'une petite portion d'individus. Alors, on fait tous, enfin, moi, je fais beaucoup de fantasy. C'est un peu l'équivalent de ceux qui ont de la magie et ceux qui n'en ont pas, en fait. Mais c'est complètement absurde, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que si tu veux vraiment apprendre quelque chose, que ce soit la médecine ou le dessin, eh ben, tu te mets le nez dedans, tu essayes encore et encore et encore et encore. À un moment, ça va finir par rentrer, en fait. Et je crois pas au talent. Je conçois le fait qu'il y ait des éléments autour qui favorisent l'émergence d'envie artistique, de pulsions artistiques, d'envie de faire des choses, de facilité également, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'environnement, de l'apprentissage, même de l'inné, etc., qui est des facilités qui permettent de développer plus ou moins facilement des capacités artistiques. Mais à mes yeux, tout le monde est capable de créer si on s'y met, en fait. Et pour moi, cet argument-là, c'est l'argument de la fainéantise qui me terrifie, qui est genre, on a le droit d'être fainéant et c'est injuste de nous empêcher d'être fainéant et de ne pas vouloir apprendre à créer, on veut juste le résultat final. Et je trouve ça horrible comme fonctionnement. Et clairement, si j'avais eu accès à ces outils-là, pour revenir à ta question, je pense pas que je me serais intéressé à la mécanique. En fait, je me serais contenté de dire, j'ai des idées, je les mets dans le texte et puis hop, ça me fait un roman exactement ce que je veux et puis basta, j'ai fini de créer, ça y est. Ouais, moi j'ai été formé par une professeure voilà, qui m'a repéré. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne extraordinaire qui m'a repéré quand j'étais en 6e et qui m'a reformaté intégralement. C'est-à-dire que j'étais au lycée de Poissy et elle m'a dit bon, vous lisez quoi? Alors je lui ai dit je lis des BD. Non, je vais vous passer des romans. Vous allez lire Kundera, vous allez lire Ernst Jünger, vous allez lire. Ok. Vous écoutez quoi? Je dis j'écoute Madonna. Elle dit non, on va pas écouter Madonna. Je vais vous faire des cassettes. Vous allez écouter la Missa Solemnis de Beethoven. Je vais vous faire découvrir Malheur. Je vais vous faire découvrir du Tilleux. Je vais vous faire découvrir tout ça. Vous dessinez quoi? Je copie des comics américains, je fais des Iron Man, etc. Non. Vous allez copier, vous allez me faire le plaisir de recopier les dessins de Léonard de Vinci et les dessins de Michel-Ange. Et elle m'a appris, finalement, une notion qui pour moi, m'a formé, m'a sauvé la vie, qui est l'effort. Et le problème de toutes ces technologies et de l'IA, c'est que j'ai très peur que ça pousse les gens à être extrêmement paresseux. Je pense que notre cerveau, et c'est Jacques Brel qui disait le talent n'existe pas, le seul talent c'est de vouloir faire quelque chose. Là il y a quelqu'un qui a fait un documentaire sur 30 ans et qui a été voir Björk, qui a été voir David Bowie, qui a été voir Cate Blanchett, qui a été voir plein d'artistes, Denis Hooper, mais des artistes qui soient aussi bien des acteurs, des écrivains, des musiciens. Et qui leur a posé une seule et même question, qui leur a dit pourquoi créez-vous? Et tous répondent la même chose. Björk dit parce que je ne sais pas faire autre chose. David Bowie a dit parce que j'en ai besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai besoin, c'est vital. Je pense qu'on n'est pas tous créateurs. Je pense que les créateurs, souvent, si vous regardez moi c'est à chaque fois je le dis, mais quand j'arrive à des séances de dédicaces, quand je suis invité dans des festivals, et c'est assez rare, mais quand on se retrouve tous à sortir du train, on arrive tous sur le quai de gare, je peux les reconnaître, les dessinateurs de bande dessinée. Dans la foule des 300 personnes. Ce sont des gens qui sont plus discrets, qui ont un rapport au monde qui est un petit peu difficile en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Je veux dire ça, c'est un peu méchant, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que moi j'ai vu beaucoup de dessinateurs, j'ai vu beaucoup d'auteurs qui ont une difficulté de communiquer au monde, de communiquer directement avec les autres, et qui vont se servir, qui vont développer un art, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit le dessin, que ce soit la peinture, qui va être pour eux une sorte, de se créer leur propre monde, et comme une sorte de bulle protectrice dans laquelle ils sont bien et où ils maîtrisent les choses, et d'utiliser ce vecteur de l'art pour communiquer
avec le monde. Et quelque part, de s'en faire un peu reconnaître ou de s'en faire accepter. Et le fait de passer de ça qui est un engagement de vie, Soula, je disais, on rentre en peinture comme on rentre en religion. Et d'être simplement devant son ordinateur à dire fais-moi une image avec voilà, je voudrais un Goldorak voilà, qui fait du surf avec Ronaldo voilà, et on a l'image tout de suite en 4 secondes. Je me pose la question, c'est ce que tu disais, de qu'est-ce que va donner une civilisation basée sur la paresse. Ça va donner quoi? Parce que le fait de travailler, c'est peut-être pas bien de travailler, mais quelque part, on est fier de ce qu'on a fait. Et ça nous valorise, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que quelque chose où l'effort n'a plus de valeur, où le travail n'a plus de valeur? L'IA va menacer quelque chose qui est ceci, qui est la main. Je ne vais pas montrer celle-là parce qu'elle est abîmée, mais ceci. Et la main, il y a une pensée de la main. Je pense que la main pense, et c'est un artisanat, et si on est privé de notre artisanat, je pense qu'on perd quelque chose d'essentiel. Je tiens à signaler que les fabricants d'art ont essayé de nous casser les mains, là, tous les deux. Donc, En vrai, c'est comme ça qu'on reconnaît les auteurs de BD. C'est pas parce qu'ils ont l'air bizarres, c'est qu'ils ont la main pétée, en fait. moi, je dirais... Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, je voulais juste rebondir effectivement sur la notion de paresse qui va se créer autour de ça. Et je pense qu'il peut même avoir un second effet pervers, c'est que l'IA, c'est très satisfaisant pour quelqu'un qui n'a jamais dessiné, finalement, de taper ses mots-clés, ses envies, d'avoir un dessin on va dire très bien fait par une IA. Mais il y a une sorte de plafond de verre qui va arriver très vite, c'est que, effectivement, comme on n'a pas mis les mains dans le cambouis jusqu'à présent, on ne sait pas comment faire évoluer ce dessin, même avec un outil d'IA. Comment aller au-dessus de ce premier dessin, parce que la qualité est déjà, on va dire, au top par rapport à cette IA. Et il peut presque avoir une sorte de retour en arrière, de se dire où j'en suis maintenant, je ne peux plus progresser, j'ai pas assez de connaissances pour comprendre ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il y a un peu cet effet, comme on peut avoir dans les réseaux sociaux, où on peut avoir des booms de popularité qui peuvent s'éteindre d'un coup. En fait, voilà, je pense que ça peut être presque un effet même un peu toxique pour l'esprit qui rend un peu fou au niveau de la création. Qu'est-ce que c'est la création? Qu'est-ce que c'est l'effort? En fait, ça peut perdre des gens, je pense. Et en n'allant même pas sur les mots effort, travail et tout, moi j'ai l'impression qu'on assiste à un anéantissement du temps. C'est-à-dire que tout revient à un présent ultra court dans lequel on swap sur son TikTok, on doit prendre des shoots de plaisir instantanés. Donc les IA vont arriver là-dessus pour nous donner le shoot de plaisir instantané dans la créativité. Moi, je n'arrive pas à imaginer. Je pensais pas déjà que les gens mettraient leurs enfants devant la télé. Je pensais pas après qu'ils les mettraient devant des tablettes. Là, je les imagine devant des IA à 2 ans qui vont commencer à leur filer leur shoot de satisfaction instantanée, leur raconter exactement l'histoire qui ira avec leur état de cerveau du moment, avec peut-être une programmatique pour les faire un peu progresser, et qui vont continuer comme ça toute leur vie, à se prendre ce petit shoot dans le temps présent, qui finiront vieux sans avoir vu le temps passer, héroïnomane aux satisfactions informatiques. C'est vrai, pour moi, l'IA participe complètement. En fait, je ne pense pas que l'IA soit une nouveauté, en fait. On a l'impression que c'est une rupture. Je pense qu'on est déjà, depuis un bon bout de temps, dans la catastrophe. Que ça fait une vingtaine d'années, même dans l'art, par exemple. Moi, la génération Photoshop, elle a pris des raccourcis qu'il ne fallait pas prendre. C'est parce qu'il y avait les tutos sur YouTube pour faire des trucs rapidement et compagnie. Je vois plein d'auteurs qui n'ont pas les fondamentaux et qui font des super trucs par beaucoup de côtés, comme les IA. Mais en fait, dès qu'on est un peu avec eux, qu'on discute et qu'on se retrouve avec des crayons en main, sur des problématiques qui ne sont pas les leurs, il n'y a plus personne, quoi. Alors que ma génération se démerde sur 50% des sujets, et celle d'avant se démerdait sur 100% des sujets avec un crayon en main. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est notre appauvrissement comme ça et notre instantanéité. On a l'impression qu'on est en train de se réduire à des molécules jouisseuses là, qui vont traverser leur vie, comme la pub de Microsoft là où on voit le gosse éjecté et qui se retrouve de l'autre côté dans le cimetière après avoir joué sur une. C'était ça qu'on nous disait ça va être ta vie, mais et l'IA voilà, ça avait commencé. La pub elle a 30 ans, je pense. Donc.
Ouais. Mais moi, ça me fait penser il y avait un très vieux film qui est mais vraiment très vieux et voilà, qui a très mal vieilli, qui s'appelait La machine à remonter le temps. Et je me souviens qu'en fait, le personnage principal se retrouve projeté dans le futur, où en fait, il y a des êtres humains qui sont là. Et alors, c'était très baba. Donc, il y a des jeunes femmes qui sont au bord d'un fleuve et qui sont avec des fleurs. Enfin, il y a des fleurs, etc. Et qui sont en train de chiller joyeusement. Oui, c'est ça, oui. Et il y a quelqu'un qui se noie. Et en fait, personne ne bouge. Et parce que ils sont totalement, c'est une civilisation totalement atavique et qui ne fait plus rien en fait, qui laisse le temps passer et puis voilà, il se passe rien. Bon, il nous reste que 10 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle ou des propositions? On a parlé de la moitié des sujets dont on aurait dû évoquer. Oui, mais les micros en fait. Oui, bonjour. Merci déjà pour la conférence. Mais je trouve ça vraiment négatif, en fait, tout ce que vous avez dit. Et en fait, je voudrais parler d'un sujet. Enfin, je suis pas expert, hein, mais j'avais vu quand Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti, apparemment, ils avaient beaucoup utilisé les IA sur ce projet. Et en fait, c'est quand même un projet où il y a eu énormément de dessinateurs et d'animateurs qui ont participé. Et du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce sujet un peu plus positif, si vous connaissez? Moi, je vais juste dire que s'il n'y avait pas eu d'IA, il y aurait encore plus d'animateurs, encore plus de dessinateurs qui auraient été impliqués, donc ça reste négatif à mes yeux. Encore une fois, c'est à chaque fois... nous, par exemple, on a fait un colloque à l'Assemblée nationale où une partie des questions envisagées, c'était les questions d'IA, et le juriste qui nous avait proposé ça a dit « Je veux faire l'affiche avec une IA ». Pas parce que je veux me débarrasser des dessinateurs, mais je voudrais qu'on en discute du fait que moi, en un quart d'heure, je vais faire une affiche. Et il a fait une bonne affiche en un quart d'heure, en effet. On a vu plein de colloques qui n'avaient pas des affiches de ce niveau-là. Et dans l'absolu, il n'y a pas de problème à ce qu'il fasse son affiche en un quart d'heure. À chaque fois pris de manière individuelle sur un projet aussi ambitieux que pouvait être ce film-là, ça pose pas de problème. C'est bien la dimension des impacts qui est inquiétante. C'est pas l'usage individuel de chacun, de chaque créateur. Enfin, moi, je suis un technophile, hein. J'ai été le premier, ou le deuxième, on a souvent discuté, dessinateur, à basculer intégralement sur Photoshop pour ses BD, donc j'ai pas d'angoisse là-dessus. Je pense même que je me servirais de l'IA sans problème, de manière très amusante, mais voilà, c'est bien la globalité des impacts qui est inquiétante, c'est pas l'usage à chaque fois de chacun, et il y a sans doute d'excellents usages à faire de ces IA créatives dans des projets en art contemporain, dans l'animation, etc. aujourd'hui. Mais on parle, nous, des usages qui vont se répandre dans la société, qui sont des usages de bas niveau, des usages low cost, pour reprendre le mot qu'on utilisait au début. Oui, c'est vrai que par rapport au film de Spider-Man, moi je connais pas mal d'artistes qui ont travaillé sur le film, et c'est clairement le film d'animation de l'année qui a le plus gros guest all-star d'artistes. Donc finalement, c'est avant tout un film d'auteur. Et s'ils ont utilisé l'IA, je ne sais pas sur quoi exactement ils l'ont utilisé, ça a été sûrement aussi supervisé et contrôlé par des artistes derrière qui étaient très talentueux. Donc pour moi, ça reste un épiphénomène. Effectivement, comme tu disais, c'est plus l'impact de l'IA au général. Il y aura toujours des bons petits phénomènes, je pense à droite à gauche, des bonnes utilisations de l'IA. Je pense que moi, des fois, je me dis, pour créer des images cauchemardesques, l'IA serait vraiment hyper intéressante, vu que ça crée des trucs vraiment uncanny et en même temps très, 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 très bizarre. Mais ce serait, voilà, si je l'utilise, ce serait un élément dans une scène d'un bouquin, quoi, c'est tout. Il va y avoir, je pense que le principe de l'IA va amener une uniformisation des styles. Et quelqu'un m'a dit, mais l'IA finalement, ça va donner. Alors on peut le penser comme une béquille, on peut le penser comme quelque chose, comme une aide en fait, comme quelque chose qui nous ramène des idées. Moi, j'ai eu la chance de croiser des gens comme Ridley Scott, comme Juan Antonio Bayona, Spielberg, qui disent tous la même chose. En création, le cœur, le sésame, le cœur nucléaire de la machine, c'est l'idée. L'IA n'aura pas d'idée. L'IA, on va la guider, mais l'IA ne donnera jamais d'idée. Après, elle va amener des idées je dirais par erreur et par défaut. Tant qu'il n'y aura pas des IA conscientes, on va dire en tout cas.
Ouais, alors là, s'il y a des IA conscientes, c'est un autre sujet. C'est un autre débat, mais c'est pas encore tout de suite. Mais jamais dans l'informatique, il faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. Et quelqu'un m'a dit, mais finalement l'IA, ce qui va être bien avec l'IA, c'est que il va y avoir un attrait nouveau pour l'artisanal. C'est-à-dire, on va chercher la main de l'homme. Les choses faites à la main vont devenir rares et vont gagner peut-être en valeur. Je me demande quand même si c'est pas penser que tout ça ne sera pas noyé dans la bande passante par des productions. La quantité de production vont pouvoir faire les IA vont complètement écraser les mains. Et il faudrait déjà être au courant qu'il y a des choses faites à la main pour pouvoir aller les chercher. Alors nous, on le sait, mais encore une fois, sautons une génération, sautons 2 générations. Toi, c'est ça qui est inquiétant, c'est la disparition noyée. Il y a plein de gens qui ont cru qu'il n'y avait plus de peintres réalistes, parce qu'on voyait massivement partout de la peinture abstraite ou de l'art conceptuel, alors qu'il y a des tas de gens qui ont creusé le sillon. Là, aujourd'hui, les galeries qui ont un peu épuisé les d'autres filons reviennent un peu vers ça, mais y aura-t-il ce phénomène-là avec les IA Mais c'est la grande question qui nous ramène à ma grand-mère et l'Internet, quoi. D'autres questions, j'imagine? Oui, de ce côté-là, sur votre droite. Ah oui. Il y a 3 questions. Donc, merci beaucoup pour les discussions, c'était vraiment très intéressant. En revanche, vous étiez tous d'accord, ça a permis de pousser assez loin sur les problèmes, mais je pense que d'abord, je fais une petite remarque, il y a un truc qui m'a gêné, c'est le biais du survivant sur les efforts. Là, je pense que c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Je voudrais avoir votre avis sur la question conceptuelle, la différence entre passer de la peinture à la photo, passer de la peinture à Photoshop, et passer des outils qu'on avait il y a 2-3 ans à l'intelligence artificielle créative. Parce que pour moi, conceptuellement, on est exactement sur le même genre on est sur la continuité de ça. Et la photo, ça a enlevé des emplois. Le fait qu'il y ait eu Photoshop, ça a fait perdre des emplois également. Les choses sont allées plus vite, mieux, entre guillemets. En quoi l'intelligence artificielle vraiment fait une rupture avec ça, autre que la société a changé et maintenant on se met à faire tout et n'importe quoi? Les révolutions créatives, elles sont nombreuses. La caméra obscura à la Renaissance, elle permet à la fois de faire de la peinture plus réaliste, d'inventer la perspective, et elle donnera l'appareil photo après qui remplira encore mieux ses missions et tout. Faut quand même là qu'on parle quand même de choses qui étaient asservies et qui était à dominer par le créateur, à un outil qui travaille tout seul et où le créateur se retrouve à faire de la sélection. Enfin, en tout cas, si c'est pas quelqu'un qui s'en empare, retravaille les images et tout. Donc c'est quand même un phénomène très différent. Ce serait comme comparer la photo automatique fait par des caméras à la photo artistique. Là, les gens récupèrent des trucs générés automatiquement et choisiraient la meilleure image. C'est que là, ça devient une démarche extrêmement différente. Et même en guidant avec des prompts, je trouve qu'on est quand même très très loin de la démarche, même très facilitée qu'on a pu avoir avec Photoshop et ce genre de choses. Enfin moi, en tant que créateur, quand j'utilise une IA, parce que je l'ai fait, je me sens totalement vidé de mon utilité. J'ai l'impression d'être plutôt le directeur de collection que je peux être à côté, qui choisit des choses. À mes yeux, il n'y a absolument besoin d'aucune aptitude artistique pour utiliser l'IA, ce qui n'est pas le cas de la photo, ce qui n'est pas le cas de Photoshop, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'outils, parce que ce sont effectivement des outils. L'IA, c'est pas un outil, l'IA, c'est un remplacement. C'est pas quelque chose qui est censé aider à faire de la création, c'est de la création, entre guillemets, pure et dure, où on remplace complètement l'artiste en fait. Donc ce n'est pas un simple outil qui est juste là pour assister les artistes. Ça rend les artistes plus artistes. C'est plus des artistes, les gens qui utilisent uniquement l'IA. C'est juste des gens qui tapent des mots dans des barres de recherche et qui affinent. Ils ont besoin d'aucune créativité pour ça. Ils ont besoin d'aucun, j'aime pas ce mot encore, mais talent pour ça. Les gens qui utilisent de l'IA pure et dure pour faire de l'illustration, de la création, etc., c'est pas des gens talentueux. C'est des gens qui ne se sont pas entraînés à créer leur propre talent en fait.
Et en plus de ça, en plus du simple fait que, à mes yeux, c'est pas un simple outil, c'est un système de vol. C'est-à-dire que c'est pas un outil qui a été conçu par des informaticiens qui voulaient juste aider les artistes à faire leur travail plus vite ou mieux ou différemment. C'est des gens qui veulent remplacer les artistes en volant leur travail, en utilisant leur travail pour les remplacer. Il y a quand même une dimension éthique qui est démentielle dans l'arrivée de l'IA. Et moi, ça me flingue qu'il y ait encore des gens qui considèrent que ce n'est qu'un simple outil et que ça devrait être considéré que comme la photo ou comme Photoshop. Il y a une notion d'éthique qui devrait être évidente aux yeux de tout le monde, et je trouve ça hallucinant que ce soit pas le cas, en fait, qu'il y a encore des retours à ce n'est qu'une technologie et les gens sont juste rétifs à la technologie. Je suis désolé, je suis pas une personne qui voit un avion voler pour la première fois et qui est en mode oh mon Dieu, un démon. Je suis en train de dire que c'est quelque chose qui est négatif pour la société et qui est quelque chose qui en plus s'est construit sur le vol d'œuvres d'art de gens qui ont pris le temps de créer leurs œuvres et qui sont simplement emparés, voler ces œuvres-là pour en faire des choses qui, en plus, vont remplacer les auteurs. Pour moi, c'est hallucinant à quel point c'est négatif, et c'est pas simplement un questionnement technique, c'est un questionnement éthique qui devrait être évident. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs, ou s'il y a des gens qui ont lu la série Dune de Frank Herbert, mais je crois que c'est une œuvre assez forte et assez prophétique, aussi bien sur les thèmes de l'écologie, mais à un moment, c'est un monde dans le futur de Dune où il n'y a plus de machines. Il y a des mantas, des hommes qu'on appelle des hommes ordinateurs, qui sont là, qui sont des sortes de super, qui ont été formés à calculer très vite, donc qui sont des super ordinateurs. Et Frank Herbert invente une guerre qui aurait eu lieu et qui s'appelle le djihad butlérien, et qui est la guerre des hommes contre les machines. Et je pense qu'il y a peut-être des probabilités pour que le djihad butlérien ait commencé en 2022. Je crois que c'est la phrase de conclusion. Tu es pile à l'heure. Et je pense, je parle pour nous tous, mais je voulais vous remercier. On voudrait vous remercier pour être venu si tôt, pour nous écouter. Merci beaucoup.